Maître Philippe Koskas, bonjour, Boker Tov. Boker. Merci d'être avec nous ce matin pour tenter de nous éclairer sur cette affaire qui secoue le monde de la justice, on va dire, en particulier le barreau israélien et peut-être même aussi la commission de nomination des juges avec donc cette affaire Efi Nave, du nom du président du barreau israélien, j'ai expliqué tout à l'heure, qui est soupçonné de relations corruptives et en tout cas d'une attitude qui est très peu correcte. Quels sont, à votre avis, D'abord, est-ce que c'est quelque chose qui vous a surpris ? On a l'impression que Efi Nave, c'était le tout-puissant patron du barreau israélien, qu'il en avait fait quelque chose qui est sans précédent, c'est-à-dire il avait, on va dire, redoré le blason du barreau israélien. Est-ce que dans la profession, quel avis a-t-on sur Efi Nave en général ? Évidemment, d'abord, premièrement, on est extrêmement surpris, ça c'est clair. Maintenant, contrairement à ce que vous disiez, Efi Nave, dans la profession, n'avait pas non plus une très bonne réputation. Uh-huh. Je crois qu'il a été caractérisé par son intriguisme politique. Il faisait beaucoup d'intrigues, il avait beaucoup de connexions politiques. Le barreau, en fait, avec le nombre d'avocats en Israël, est devenu quelque chose d'une institution qui est extrêmement puissante. Et je crois que on ne peut que le barreau est en deuil aujourd'hui. Ça paraît incroyable qu'un bâtonnier puisse avoir des soupçons. Alors on sait que c'est qu'une partie de l'affaire qui a été dévoilée aujourd'hui, puisqu'on en connaît qu'une partie. C'est ce qui a été il y a apparemment une interdiction de publication de la totalité de l'affaire, mais le barreau est vraiment en deuil. C'est quelque chose qui paraît incroyable. Alors, quelles peuvent être les répercussions sur le plan d'abord juridique dans le monde de la justice en Israël ? Est-ce que ça va, à votre avis, affecter le monde de la justice auprès de l'opinion publique israélienne, qui va peut-être avoir tendance à considérer que les juges sont nommés de manière corruptive ? Mais absolument, absolument. On voit très bien déjà que le monde judiciaire est attaqué de toutes parts, évidemment par le monde politique. Il est clair que lorsqu'on sait que le processus de nomination des juges puisse être entaché d'illégalité et de corruption, alors à ce moment-là, évidemment, ça fait froid dans le dos. Alors évidemment, il faudrait quand même limiter, si vous voulez. C'est ça, parce que c'était, il y a eu un communiqué qui a été publié par la présidente de la Cour suprême Esther Hayut et la ministre de la Justice Ayelet Shaked, selon lequel il fallait faire justice bien entendu dans cette affaire, mais qu'il fallait rappeler qu'il y avait quand même eu 330 nominations de juges en 4 ans. Absolument. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde est corrompu là-dedans. Non, absolument pas. Mais il faut voir quand même qu'il y a eu quelque chose. Maintenant, c'est clair que la place du barreau, il faut rappeler aux auditeurs que aujourd'hui la commission de nomination des juges est composée de 9 personnes. Oui. Ces 9 personnes viennent de bords différents. Ils viennent 5 du côté judiciaire, c'est-à-dire 3 représentants des juges, 2 représentants du barreau, et 2 et 2, c'est-à-dire 2 de l'exécutif et 2 de la Knesset. Donc, si vous voulez, c'est la parité, en fait, donne la majorité aux représentants du monde judiciaire. Donc, si vous voulez, le barreau n'a que 2 voix. Il faut voir que ces juges qui ont été élus quand même à la majorité de la commission. C'est ça. Alors, et c'est là que le problème. Mais la voix d'Efi Nave était importante aussi. Absolument. Ce qui était plus important, en fait, c'est que la voix d'Efi Nave a eu un speaker. À partir du moment où il y avait des connexions politiques, j'allais dire, quand je dis politique, c'est pas politicienne, mais des connexions politiques entre certains membres, on parle du rapprochement entre la ministre de la Justice et Efi Nave. Donc, à eux deux, ils avaient tous les deux la majorité. Donc, à partir du moment où un soutenait l'autre automatiquement, alors évidemment, ça renforce le poids du barreau et apparemment ce qui a été le cas, c'est-à-dire que ce qui a donné, si vous voulez, c'est passé, j'allais dire, que parce que il y avait ce lien politique entre la ministre de la Justice et Efi Nave. Alors, Shelly Yerimovic, la présidente de l'opposition, condamne ce lien. Elle affirme que c'est un lien qui n'est pas correct, qui est contre nature. Est-ce que c'est quelque chose, à votre avis, aussi de surprenant, ou alors finalement, ça fait partie du jeu politique pour nommer des juges, et que finalement. Mais bien sûr,
Ça a toujours été comme ça, de tout temps. Évidemment, quand il y a une commission, tout le monde n'est pas d'accord sur le nombre, sur les personnes qui sont d'abord nommées juges. Et puis également, il ne faut pas oublier que cette commission fait avancer les juges dans leur carrière, nomme les juges à la Cour suprême. Donc c'est une commission qui est extrêmement importante. Et bien souvent, au sein des commissions, il arrive à des compromis, donc des coalitions. Donc c'est tout à fait normal. Ce qui se passe, c'est que c'est peut-être pas de chance pour la ministre de la Justice. C'est ça. Est-ce que ça peut l'éclabousser d'une manière ou d'une autre, cette affaire, à votre avis? Ça me paraît évident. Ça me paraît évident parce qu'évidemment, elle peut pas dire aujourd'hui, j'avais un associé, j'avais un ami qui se trouve à l'heure actuelle en détention et elle fait fi de. Il y a un degré de responsabilité de nos associés dans la vie. Même si elle n'était probablement pas au courant de cette affaire. Même si elle était probablement pas au courant, mais je vous répète, aujourd'hui, on en est à un stade, apparemment, il n'y a eu qu'un volet seulement de l'affaire qui a été publié. Il en reste apparemment 2 autres qui restent sous le coup de la censure. Sous le coup de la censure, donc il n'est pas publié. Je crois qu'on en est encore au début de cette triste affaire. Il y a aussi un élément assez intéressant, et dites-moi si cet élément peut avoir aussi des répercussions sur le plan politique, le fait qu'il y a une proximité aussi entre Efi Naveh et le conseiller juridique du gouvernement, l'homme fort de la justice israélienne, Avichai Mendelblit, qui a décidé de ne pas s'impliquer dans ce dossier parce que justement il se considère comme un ami d'Efi Naveh. Oui, absolument. Il faut voir que la candidature de Avichai Mendelblit en tant que conseiller juridique du gouvernement avait été soutenue par Efi Naveh. Ah oui. Efi Naveh était un fin limier, j'allais dire politique, faute de l'aide juridique. Et donc, il a su tout à fait trouver les bonnes connexions, les bonnes entrées. Maintenant, évidemment, une personne, on peut être soutenu par une personne et être élu comme a été fait Mendelblit, qui est tout à fait intègre. Ça n'a pas de rapport. C'est ça. Alors, vous pensez que là aussi, parce que en fait, on a toujours l'impression que tout est mêlé. Est-ce que vous pensez que cette affaire peut avoir un impact sur les affaires concernant Binyamin Netanyahou, d'une manière ou d'une autre? Non, je crois pas. Je crois que ce sont 2 affaires qui sont malheureusement qui mettent en cause les systèmes juridiques et politiques, mais je crois pas qu'on peut les relier. Ce sont 2 choses différentes. Je crois qu'en effet, vous me reparlez maintenant de la connexion de la ministre de la Justice. Il fallait se souvenir qu'il y a 1 mois et demi déjà, Efi Naveh avait été mis en accusation d'avoir fait passer sa copine à l'aéroport. Enfin, ça peut paraître tout à fait bénin, mais pour quand même une personne qui se représente, qui est bâtonnier de l'État d'Israël, être inculpé, peu importe de la petite infraction, ça aurait conduit, s'il n'avait pas été soutenu par la ministre de la Justice, ça aurait dû conduire à sa démission. Or, il n'a pas démissionné, parce qu'il avait justement les connexions politiques nécessaires. Alors, est-ce que vous pensez, vous qui êtes dans le métier, est-ce que vous pensez qu'il faut modifier, par exemple, la composition de cette commission de nomination des juges? Est-ce que, à votre avis, le barreau doit avoir un autre rôle? Comment, à votre avis, quelle conclusion on peut tirer d'ores et déjà de cette affaire encore à chaud, parce que on n'est qu'au début, apparemment. Écoutez, je ne crois pas qu'on puisse puisse tirer des conclusions à chaud, comme vous le dites. Cette commission de nomination des juges, une commission qui a été créée à la création de l'État, qui a nommé donc de génération en génération des juges de la Cour suprême, du tribunal de paix, des tribunaux de district. Tout s'est passé dans la plus grande intégrité, j'allais dire, et ce n'est pas parce qu'il y a un élément véreux dans le système qu'il faut remettre forcément à ce stade-là le système en cause. Je pense que les équilibres au sein de cette commission sont bons. C'est-à-dire que les juges sont d'abord nommés par une majorité de juristes et non pas de politiques, mais les politiques ont également un œil, un regard à avoir sur ces nominations. Donc moi je pense que je suis pas sûr qu'il faille en tirer les conclusions aussi rapidement aujourd'hui. Eh bien, Maître Philippe Koskas, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin et bonne journée, bonne continuation. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.